Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Ils ne pouvaient ni manger ni boire. Désormais, c'est un mauvais souvenir. 19 enfants opérés à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Ils bénéficient des soins d'une mission de chirurgie, des sténoses caustiques de l'œsophage. Hier, la première dame Dominique Ouattara a rendu visite à ses enfants. Parade des initiés, la danse de Balanfon de Boloy, le Wambélé, forte mobilisation de la tradition Sénoufo. Le Poro rend hommage à son fils Amadou Gon-Coulibaly. Les funérailles traditionnelles de l'ex-chef du gouvernement se tiennent jusqu'au 11 avril. Le Premier ministre Patrick Hachi est depuis hier à Korogo pour prendre part à la cérémonie. Le ministre de la Défense par intérim apporte le soutien du président de la République aux blessés de l'attaque de Kafolo. Téné Birahima Ouattara salue la bravoure des soldats. Il s'est rendu au 4e bataillon d'infanterie de Korogo pour s'enquérir de leur état de santé. Sur les 5 blessés, 4 continuent de recevoir les soins et leur vie n'est plus en danger. La fête de Pâques, moment de festivités populaires comme chaque année avec Paquino. Des populations se déplacent pour la célébration dans leur localité. Danse circulation sur les routes du monde, dans les gares. En attendant le départ. C'est un sujet qui est à propos. Demain, les chrétiens vont chanter Alléluia, la résurrection de Jésus. Le christianisme, religion monothéiste, comme l'islam. Bintou, la musulmane, Marlène, la chrétienne, dans un débat passionnant, vont s'affronter, vont confronter l'histoire, les doctrines et les saintes écritures. Elles vont s'empoigner, évidemment, à coups d'arguments pour une levée de voile sur le christianisme et l'islam. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage de Ibrahima Coulibaly Carnan. Il est l'invité de la page culture. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes l'auteur de l'œuvre Levée de voile sur le christianisme et l'islam qui vient d'être publiée aux éditions Fonvigué. Et dans une trentaine de minutes, on va voir ce qui se cache derrière ce voile sur ces deux religions, le temps de faire le tour de l'actualité. D'accord, merci. Et on commence par l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Après ces opérations, ils se porteront mieux et pourront s'alimenter. Normalement, ce sont 19 enfants qui sont concernés. Ils bénéficient des chirurgies réparatrices des sténoses caustiques de l'œsophage. Ce vendredi, la première dame était à leur côté. Dominique Ouattara est allé s'imprégner du déroulement de la mission. Le reportage de Mahama Traoré. L'air inquiète, Mama multiplie les invocations. Il en est ainsi depuis des heures. Mama prie en effet pour sa sœur cadette de 19 ans qui subit au même moment à l'hôpital mère-enfant de Bingerville une intervention chirurgicale de remplacement œsophagien. Idem pour l'enfant de Bénédicta, une béninoise que nous retrouvons dans la chambre voisine d'hospitalisation. Tout ce qui doit se passer, ça dure 8 heures. Et depuis 8h31, elle est rentrée au bloc. Vous ne faites que prier depuis longtemps. Je ne fais que prier depuis longtemps. Je fais ce que je veux, ma petite connaissance, c'est ce que je mets en pratique. On se pose la question, on se dit, mais quand est-ce que ça là va finir, tout ça. En tout cas, tu ne peux rien faire. Avec ça, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller parmi les gens, tu es seul, tu veux lui donner à manger, tu te caches pour lui donner à manger. Donc, on est stressé, tout ça là, on n'est pas à l'aise. Malgré l'angoisse, l'espoir est permis. La mère de la petite Berikia peut l'attester. Opérée lundi dernier de la sténose caustique de l'œsophage dont elle souffrait, cette petite de 3 ans et demi reprend peu à peu goût à la vie. Elle a bu de l'eau ce matin, ils ont retiré les tuyaux, les appareils qui étaient branchés, ils ont tout retiré ce matin, elle a bu de l'eau. Même tout à l'heure, elle vient de prendre de l'eau, même elle a bu de l'eau. Et ils m'ont dit que le jour à suivre, elle allait commencer à manger. Soigner des enfants ayant accidentellement ingéré des substances corrosives est à la fois délicat et coûteux. C'est pourquoi la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir ont entrepris cette mission de chirurgie pédiatrique réparatrice de l'œsophage. C'est la 3e du genre en 2 ans. Ces enfants sont complètement pris en charge, c'est gratuit. Et ce sont des enfants qui jusqu'à présent ne pouvaient pas ni manger ni boire. Parfois depuis plusieurs années. C'était très émouvant de les voir et de voir surtout le témoignage des parents. Donc j'étais très heureuse de cette visite. Démarrée le 28 mars dernier, cette mission s'achève le 4 avril prochain. Les enfants concernés subiront soit une endoscopie, soit un remplacement œsophagien pour leur permettre de s'alimenter normalement.
Direction le nord du pays, Amadou Gon Coulibaly était initié à l'appui tradition Sénoufo. Ces funérailles traditionnelles ont donc démarré à Korogo. Le Premier ministre Patrick Achi est dans la capitale du Poro depuis hier vendredi. Il prend part à la cérémonie. Le chef du gouvernement rend hommage à cette haute personnalité du pays sur la terre de ses ancêtres. Ami Sissoko. Le Premier ministre Patrick Achi à Korogo pour prendre part aux funérailles traditionnelles de l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Arrivé dans la matinée ce vendredi à Korogo, il est accueilli à l'aéroport par les autorités administratives, politiques et des membres de la famille Gon Coulibaly. Accompagne le Premier ministre plusieurs membres du gouvernement et une délégation du RHDP conduite par son directeur exécutif Adama Big Togo. Le RHDP dont il était le président du directoire, dont il était un des moteurs. Naturellement, nous sommes venus avec une forte délégation pour une fois de plus lui témoigner toute notre reconnaissance. Ça a été encore l'occasion pour nous de témoigner aussi à Maman Gon tout notre soutien indéfectible. Ça a été des moments encore de grande émotion, mais nous devons rester forts. Le Premier ministre Patrick Achi s'est d'abord rendu à la résidence familiale du défunt pour présenter à la génitrice d'Amadou Gon Coulibaly la compassion et le réconfort du chef de l'État Alassane Ouattara et du gouvernement. Ensuite, c'est au tour de la veuve Assetou Gon Coulibaly de recevoir le soutien de la délégation gouvernementale. Au caveau familial de Gon, au quartier Soba, le Premier ministre Patrick Achi s'est recueilli sur la tombe de celui qui fut son patron et collaborateur durant plusieurs années. J'étais extrêmement proche de lui et de fait, quelque part également, membre de la famille. Donc il est tout à fait normal qu'au cours de ces funérailles traditionnelles, je fasse également ma part. Pour le frère qu'il a été, de guider également mes pas dans cette fonction exaltante, pleine de responsabilités, pleine de défis que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu me confier. Les funérailles traditionnelles d'Amadou Gon Coulibaly sont destinées à faire reposer en paix l'âme du défunt et surtout lui permettre de rejoindre facilement ses ancêtres. Les étapes destinées aux seuls initiés du Poro et auxquelles peuvent prendre part les hommes soutiennent hors caméra. Les funérailles de l'ex-chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly prendront fin le 11 avril 2021. On reste à Korogo. Soro Corona nous emmène sur les traces du ministre de la Défense par intérim. Il s'inquiète de l'état de santé des soldats blessés suite aux attaques de Kafolo. Ténébiraïma Ouattara s'est rendu au 4e bataillon d'infanterie. Sur les 5 blessés en soins, 4 y sont encore, mais leur vie n'est plus en danger. Ténébiraïma Ouattara leur a apporté le reconfort et le soutien du président de la République. Le ministre Ténébiraïma Ouattara au chevet des soldats blessés de l'attaque du poste de l'armée à Kafoulou. Ténébiraïma Ouattara s'est rendu à Korogo pour s'enquérir de l'état de santé des soldats blessés au front. Le ministre est venu également apporter le réconfort moral et le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées aux soldats. À l'infirmier du 4e bataillon d'infanterie de Korogo, les blessés sont hors de danger au dit du médecin. Ténébiraïma Ouattara a rassuré les soldats du soutien total de l'État. Je repars confiant pour dire au président de la République qu'il a des jeunes qui sont prêts au combat. Il a des jeunes qui ont le moral. Je viens de voir ces 4 jeunes encore hospitalisés qui seront libérés sous 48 heures. Et je peux te dire que je repars à Abidjan confiant. Le ministre a également salué le travail abattu par la haute hiérarchie militaire et la gendarmerie nationale. Je remercie la hiérarchie militaire, aussi bien les responsables du 4e bataillon et bien entendu l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire pour donc le soutien, la proximité qu'ils ont avec leurs éléments pour donc donner espoir, donner donc la contenance à leurs soldats. Le poste de Kafoulou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a été à nouveau attaqué dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mars 2021. Bilan, 2 décès dans les rangs des forces de défense et de sécurité et plusieurs blessés.
Demain, les chrétiens vont chanter Alléluia, Jésus ressuscité. C'est l'une des importantes fêtes chrétiennes, mais aussi moment de festivités populaires comme chaque année avec Paquinou. Des populations se déplacent ce week-end pour la célébration dans leur localité, ce qui entraîne évidemment une circulation dense sur les routes. Vous allez le voir dans ce reportage de Patricia Omo-Etia du Monde dans les gares, dans l'espoir de partir. À Djamé, 10 h ce vendredi. Pour ces personnes qui ressentent le besoin de voyager en cette période pascale, l'attente est longue et difficile, mais on ne désespère pas. Je suis obligée d'attendre depuis 5 heures parce qu'il n'y a pas qu'à. Je vais en PAC à Dimokro. Comme ça fait longtemps, l'année passée on n'a pas pu partir. Donc on fait un effort pour aller voir la famille. Donc vraiment, il n'y a pas de départ. Il y a des départs, mais en tout cas il y a l'embouteillage. En tout cas, il n'y a pas la route. Une situation plutôt juteuse pour les responsables de cette compagnie de transport. On fait 150 départs par jour pour l'agence d'Abidjan. Moi, à mon niveau, je peux transporter 1000 à 2000 passagers par jour. Constat fait, nous décidons d'aller nous rendre compte des préparatifs de la fête dans un village baoulé. Mais il faut d'abord affronter plus de 80 km de bouchons sur l'autoroute du Nord. Pour la journée de ce vendredi, la circulation est difficile dans le sens des départs. Le trafic est particulièrement dense. À la sortie des postes à péage d'Atingué et Saint-Grobo, la pause s'impose avec des voyageurs qui ne veulent pas se faire compter Paquinou. Donc cette année, nous avons décidé d'aller fêter pour 2020, y compris pour 2021. Nous partons pour diverses raisons. Des réunions de famille. On va à Loko Sakassou, dans la sous-préfecture de Bodokro. On va voir un peu la famille, s'amuser et puis revenir. Ici, dans le village de Mbrimbo, situé à quelques kilomètres de l'autoroute du Nord, certains font le chemin de croix, pendant que d'autres se réunissent et discutent autour du vin de palme, appelé communément Bondji. On prépare nos fêtes de Pâques en buvant le Bangui blanc. Parce que le Bangui blanc, vraiment, c'est la meilleure boisson des Baoulés. Nous, chez nous ici, on a 2 danses traditionnelles. Il y a la danse Zamblé et puis la danse Agios. Tout le monde vient au village pour fêter. On règle les problèmes de famille et les problèmes du village. Les festivités de la Pâque, fête chrétienne commémorant la résurrection de Jésus-Christ, également moment de retrouvailles et de réjouissance dénommé Paquinou, engendre une forte affluence des populations dans leur localité d'origine. Et il faut surtout se rendre dans sa localité en toute sécurité. La semaine pascale est connue pour ses excès en matière d'indiscipline sur nos routes. Les conducteurs appelés à la prudence, l'OSER et la police spéciale de la sécurité routière veillent au respect du code. Ces agents sont sur les voies d'entrée à Abidjan, les grands carrefours et même les voies secondaires pour réprimer les cas de délinquance routière. Notre équipe a suivi un détachement de ce corps sur le terrain. Voici le reportage de Franck Wadio. Corridor GESCO, sortie nord d'Abidjan. La mission de répression de la police spéciale de la sécurité routière mandatée par le ministère des Transports en marche. Il est 9h30. Ce véhicule de transport communal est intercepté. Le conducteur n'a pas la visite technique à jour depuis 2015. C'est un cas de fourrière physique parce que le véhicule n'a pas de visite technique. Et l'état du véhicule aussi ne correspond pas. Les raisons d'une telle négligence? Je n'ai pas les moyens de faire les pièces, franchement. Alors, il y a une ligne banalisée ici. On prend les gens pour aller dans les quartiers reculés des GESCO ici. Là. Donc, c'est ce que je fais un peu. Alors, je m'apprêtais même à faire les pièces étendues. Monsieur, pour transporter les personnes, c'est la vie que vous avez en main. La voiture n'a pas de visite technique. Quelques instants après, un mini-car. Youssouf en est le conducteur, il est en surcharge. Il faut libérer un passager. Ce dernier et même le conducteur reconnaissent l'imprudence. Mais moi, je n'ai pas fait attention à ça. Parce que bon, la place où j'occupais, je ne sais pas si c'est la place de la Pointe. Occasion pour la police de procéder à un alcotest, mais pour pouvoir poursuivre sa route, Youssouf doit libérer le siège cause de surcharge. Comme j'ai compris que non, c'est une affaire comme ça, désormais, je prends les normes de plage normales, voilà, pour ne pas gâter mon travail. De la poudre aux yeux cependant, le même passager remonte quelques 100 mètres plus loin. Imprudence des conducteurs avec souvent la complicité des passagers. L'essentiel pour certains, arriver à bon port. Pour moi, c'est d'arriver. Si j'arrive, c'est l'essentiel. Alcotest, retrait de permis, mise en fourrière.
Véhicules aux vitres teintées immobilisés, les hommes du commissaire Touré sont dans la dynamique tolérance à zéro. Il y a les cas de fourrière et il y a ce qui nécessite peut-être des conseils. On peut laisser, il y a des surnoms que nous faisons, mais là on le remarque parce que c'est grave. Les corridors comme cible, mais aussi les voies à grande circulation, direction Koumassi au Grand Carrefour. Un récidiviste, ce conducteur de minicar, la veille a vu son permis retiré. Il est à nouveau repéré au volant d'un autre minicar. Il y a des chauffeurs qui roulent sans permis, vraiment c'est grave. Il faut que vraiment le ministère des Transports des mesures parce qu'on est en danger. Une ambiance quotidienne pour ces éléments de la police spéciale de la sécurité routière accompagnés d'agents de l'Office de sécurité routière OSER, et cela durant la période pascale. Depuis plus d'une semaine, nous avons reçu instruction du ministre des Transports d'accentuer notre présence sur le terrain. Depuis matin, c'est la répression, c'est ceux qui vont fauter, ceux qui ne vont pas respecter ces mesures en vigueur que nous réprimons. La sensibilisation et maintenant la répression contre l'indiscipline routière. Ils sont nombreux à souhaiter la pérennité de l'action pour un maintien de la discipline sur nos routes. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire rencontre les acteurs de l'Indénié du Hablin et du Gontougo. Ils sont formés sur la disposition de l'UMOA en ce qui concerne les pénalités sur la surcharge des véhicules poids lourds. Les initiateurs veulent préserver l'état des routes et éviter les pannes. Herman Yamien. La surcharge des camions de transport de marchandises ou de tout autre véhicule poids lourd, véritable ennemi de nos routes. Non seulement elle contribue fortement à la dégradation des routes, mais elle est aussi la cause des pannes fréquentes des camions et aussi des accidents. Pour limiter ces conséquences sur les routes, l'UMOA a adopté des mesures dans l'espace communautaire. C'est donc pour donner l'information aux acteurs du secteur du transport de l'Indénié du Hablin et du Gontougo que le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire a initié cette rencontre à Abengourou. Nous étions à 20% de tolérance de surcharge avec le règlement 14. À partir de maintenant, les chargements des camions en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine vont se faire avec une tolérance de 15%. Donc nous allons ressentir de plus en plus que les chargements, les tonnages sont en train de baisser pour que, in fine, nous puissions avoir zéro surcharge sur les camions. Les échanges qui ont suivi ont permis aux participants de comprendre le bien fondé de cette initiative sous-régionale. Ils se sont tous engagés à se conformer aux différentes mesures. Celui qui nous charge, lui, bénéficie sur nous. Nous perdons. Donc c'est la bienvenue. Nous devons bannir cette affaire de surcharge afin que nous puissions économiser dans notre travail. Ibrahim Diaby a profité de l'occasion pour informer les acteurs du transport que désormais, pour exercer dans le domaine, il faut se constituer en une entreprise de transport. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire sera à San Pedro et à Aboisseau pour véhiculer le même message. Former des agents capables de mieux appréhender les enjeux. Et nouveau défi de la mer, c'est l'une des priorités que s'est assignée l'Institut de sécurité maritime interrégionale. 11 étudiants viennent d'obtenir leur diplôme à l'ISMI. C'est un Master 2 dans le domaine du droit et des activités maritimes et océaniques. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Ces 11 étudiants, dont 5 Ivoiriens, un Béninois, un Gabonais, 2 issus de la République démocratique congolaise et 2 Togolais en fin de formation ont désormais en poche un Master 2, droit et sécurité des activités maritimes et océaniques des AMO. Ces nouveaux diplômés sont de la 4e promotion de l'année académique 2019-2020 de l'Institut de sécurité maritime interrégionale ISMI d'Abidjan. Cet institut est établi à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM. Nous sommes aptes à répondre aux défis du secteur maritime, aussi bien du Togo que du Golfe de Guinée. Tout le mérite revient donc au personnel encadrant, aussi bien de l'Université de Nantes que de l'ASTEM et de l'ISMI. Ils ont su nous transmettre les connaissances, nous permettre donc de répondre exactement aux objectifs de la formation.
Pour une lutte efficace contre les actes criminels frontaliers commis dans le domaine maritime, la communauté internationale s'est mobilisée. Des instruments ont été adoptés au niveau régional pour la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. L'ISMI, l'Institut de sécurité maritime interrégionale, est la 4e entité de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Et elle a été mise en place après le sommet des chefs d'État de Yaoundé sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Donc, compte tenu des menaces qu'il y a 2 sortes de formations. Il y a la formation de courte durée, qui sont des séminaires que nous organisons chaque mois ici, sur toutes les questions qui concernent l'action de l'État en la mer, la pêche illégale, la piraterie maritime. Et puis, il y a le master des AMO, qui en fait est le master de l'Université de Nantes sur les questions de droit et de sécurité maritime de façon générale et océanique. Et nous avons ajouté aussi des touches personnelles sur toutes les questions relevant des réalités de notre région. Le représentant du ministère des Affaires maritimes et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire ont exprimé leurs chaleureuses félicitations aux diplômés. Quelques années passées permettent de prendre un certain recul sur ce programme de formation et je crois que ce recul nous permet de dire qu'il s'agit d'un véritable succès. Pour s'en rendre compte, je crois qu'on peut mentionner l'ouverture au sein de ce master d'un nouveau parcours sécurité à la rentrée 2020 et le passage d'une promotion de 14 étudiants à la rentrée 2019 à une promotion de 24 à la promotion 2020. Je renouvelle mes félicitations aux diplômés de la 4e promotion. J'ai également une pensée pour vos camarades de promotion qui ne font pas partie des lauréats du jour. Indéniablement, le cru 2019-2020 n'a pas eu la tâche facile en raison de la pandémie. Ces parchemins, loin d'être des objets de décoration, vous ouvrent la voie à des opportunités qui demanderont également disponibilité et ardeur au travail. Il faudra en effet désormais, plus que jamais, redoubler d'efforts à la tâche pour relever tous les défis liés à la mer, défis auxquels vous serez continuellement confrontés. Le Master 2 Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques des AMO est un diplôme national français délivré par la Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Nantes. Et vous le savez, nous sommes en période de fête de Pâques. On n'oublie pas de se protéger contre la Covid-19, une maladie qui menace toujours notre santé. Voici les chiffres d'aujourd'hui. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce samedi 3 avril 173 nouveaux cas de Covid-19. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 44 618 cas confirmés, dont 41 687 personnes guéries et 252 décès. C'est une veille de la fête de Pâques avec une triste nouvelle au Cameroun. Christian Toumi, archevêque émérite de Douala, est décédé ce samedi dans un hôpital de la ville. C'est son successeur, Monseigneur Cléda, qui l'a annoncé ce matin dans un communiqué. Âgé de 91 ans, le prélat était d'une des plus grandes voix et autorités morales du Cameroun. Il s'est notamment investi ces dernières années dans la recherche de pistes de sortie de crise dans le conflit que traverse le pays. Les autorités de Burkina Faso, le corps diplomatique et amis de la Côte d'Ivoire rendent hommage à l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont signé le livre de condoléances ouvert à l'ambassade. Ces personnalités ont prié pour le repos de son âme. Ahmed Traoré, Jean-Marc Diadji. Après le rappel à Dieu de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, les autorités burkinabées, le corps diplomatique et les amis de la Côte d'Ivoire lui rendent hommage. Ce, en signant dans le livre de condoléances ouvert pour l'occasion. Un acte posé en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près du Burkina Faso, Soro Kapiletien, et ses collaborateurs. Pour rappel, l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko a effectué une partie de ses études à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et comme tous les samedis, place à votre rendez-vous avec la culture.
La dromologie, l'art de l'oralité véhiculé par le tambour, une science promue par le professeur Niango Rambois du département de l'Institut d'ethnosociologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Disparu en 2002, son œuvre scientifique vit toujours. Les héritiers préservent ses recherches. Dromologie, la connaissance au son du tambour et du balanfon, c'est une œuvre présentée ce vendredi qu'on voit avec Franck Wadio. Des tambours qui pleurent celui qui en a vulgarisé les codes et l'usage. Des tambours qui chantent leur légitimité retrouvée dans l'univers des sciences du langage. Les enfants du Klinkli, le grand tambour, reçoivent les invités pour célébrer l'œuvre immense du professeur Niango Rambois, père de la dromologie, l'étude des tests des tambours. C'est la cérémonie dédicace de la création littéraire de l'un des disciples du maître, le professeur Kwame Nguessan Alain. Il présente à cet essai Dromologie, la connaissance au son du tambour et du balafon. Il y a eu des débats. Et même certains doutaient de la scientificité de la dromologie. Et je crois que le professeur Niango Rambois a été au-delà des obstacles qui se dressaient devant lui pour poursuivre son œuvre. Que le professeur Niango Rambois a sorti ces deux ouvrages et je crois qu'il nous appartient à nous autres de continuer ce qu'il a fait. Après le tambour, il a été le Djomolo. Et les tests que j'ai utilisés dans mon travail, dans mon ouvrage, sont des tests qui ont été collectés par le professeur Niango Rambois lui-même. Une dédicace doublée d'une journée hommage à cette figure de l'ethnologie, un auteur et un enseignant passionné. Mariatou Kone, ministre, a été formée à la mamelle du professeur Bois. Elle est venue apporter son soutien. Comme nous l'a enseigné le professeur Georges Niango Rambois, Kassabia Kassa. Toute parole est parole. Aujourd'hui, Kwame Nguessan prolonge l'action de Niango Rambois en associant le balafon et tous les sons d'instruments traditionnels au tambour. La publication de ce livre est pour l'auteur l'aboutissement d'une vie intellectuelle et scientifique bien remplie. Des témoignages de collaborateurs, de proches et d'élèves. Pas suffisant cependant pour raconter l'homme. Il y a 40 ans, le professeur Niango Rambois créait la dromologie et il aura laissé à la postérité une œuvre poursuivie ici à l'Institut d'ethnosociologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'homme de culture décède le 26 mars 2002. La date choisie pour la présentation officielle du livre sur la science qu'il aura toute sa vie et son parcours intellectuel porté. La deuxième édition de la Grande Nuit des artistes du Zanzan s'est tenue récemment à Bandoukou. Les initiateurs entendent faire la promotion des artistes du Gontougou afin qu'ils soient connus au-delà de la région. Emmanuel. La superstar de la musique reggae dans le Zanzan, Gim Kamson, le célébrissime Sie Charles, la princesse du Palango Awakouma et l'humoriste international fierté du Gontougou Agalawal, tous en attraction à la place publique de Bandoukou. Plusieurs artistes sont venus apporter de la joie dans le cœur du nombreux public en délire à l'occasion de la deuxième édition de la Grande Nuit des artistes du Zanzan. L'événement culturel organisé par la jeunesse consciente de Bandoukou a été l'occasion pour son président Ouattara Zoumana d'inviter les jeunes à croire en eux. Ce que nos pères nous demandent actuellement là, c'est de nous concentrer, nous mettre au travail et de faire leur fierté. Il faut se dire que tout est possible. Ne pensons pas que c'est les autres qui viendront tout faire pour nous. Cette deuxième édition de la Grande Nuit des artistes du Zanzan a bénéficié du soutien de certains cadres et autorités politiques de la région du Gontougou. Tous ont invité les initiateurs à pérenniser cet événement culturel qui fait la promotion des artistes du terroir. Dieu, à travers la musique, on a essayé de faire quelque chose pour envoyer une réconciliation totale. Donc chez moi, cette fête-là, ça a reçu. À côté de ce plaisir musical servi au grand public, la jeunesse consciente de Bandoukou a offert d'importants dons de matériel de travail aux artisans et agriculteurs, ainsi que des dons aux familles aux revenus très modestes. À travers la promotion des artistes du Zanzan et tous ces dons,
La jeunesse consciente de Bondoukou démontre qu'elle a une vision. Faire la promotion des artistes du Zanzan à l'échelle nationale et internationale et également contribuer au mieux-être des populations du Zanzan. Et on retrouve l'invité de la page culture, Ibrahima Koulibaly Karna, l'auteur de l'œuvre Lever de voile sur le christianisme et l'islam. Alors pourquoi avoir décidé de parler d'un sujet qui, vous le savez, déchaîne tant de passion? Eh bien, j'ai eu la chance de lire de très bons livres sur le christianisme et l'islam. J'ai également assisté à des conférences et débats sur les deux religions, sans oublier les sermons et prêches que j'ai eu à écouter. Tout cela m'a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances sur les deux religions. Et j'ai pu constater donc que le chrétien lambda ignorait plus du christianisme qu'il n'en savait, de même que le musulman moyen ignorait plus de l'islam qu'il n'en savait. Et cette ignorance de pan important de leurs deux religions constitue une sorte de voile sur ces deux religions que je me suis proposé de lever et faire découvrir le vrai visage du christianisme et de l'islam à leurs adeptes. Alors, il y a Bintou, la musulmane, et Marlène, la chrétienne, dans un débat passionnant, qui vont donc confronter l'histoire, les doctrines et les saintes écritures. On va justement voir un résumé avec Franck Quadio et on se retrouve. D'accord. Tout croyant sincère entrant au paradis aurait un pincement au cœur si au même moment on conduisait en enfer ses frères et sœurs qui pratiquent d'autres religions que la sienne. Les premières phrases de l'avant-propos déjà évocatrices, Ibrahima Koulibaly Karna lève le voile sur le christianisme et l'islam. 238 pages pour passer au crible les deux grandes religions. On parlerait de déniaisement ou de démystification, mais l'auteur parle plutôt de convenance. Dans cet essai, deux personnages, des jeunes filles, une chrétienne et une musulmane, se disputent à coups d'arguments théologiques ou même avec l'argument de la raison en justifiant leur positionnement religieux. Les points d'achoppement, les ressemblances et les dissemblances pour au final faire prévaloir le dialogue islamo-chrétien. Bintou la musulmane et Marlène la chrétienne et leur regard scrutateur sur la religion sont déclinés dans l'œuvre en trois parties dont la dernière évoque la vie sur terre et celle dans l'au-delà, les croisades religieuses, l'identité du fils d'Abraham, entre autres. Bref, un livre pour comprendre et s'entre-éduquer religieusement afin d'échapper aux idées reçues. C'est en tout cas l'objectif visé par l'auteur Ibrahima Koulibaly Karna, cadre de banque à la retraite. Alors, est-ce que Bintou et Marlène ne sont finalement pas trop prétentieuses? Elles vont jusqu'à tenter de dévoiler l'écriture sainte. Pas dévoiler l'écriture sainte, mais dévoiler des aspects inconnus du croyant moyen ou du croyant lambda. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme qui était voilé et que finalement, quand on a lu l'ouvrage, on a pu avoir une idée d'abord sur l'islam et puis ensuite le christianisme. D'accord. Ce sont les données fondamentales sur l'islam et les données fondamentales sur le christianisme. J'entends par données fondamentales l'histoire, comme tu viens de le rappeler, les doctrines et les écritures saintes. Il y a des arguments que les chrétiens utilisent ou qui fondent leur conviction que c'est le christianisme qui est la voie de salut de l'humanité. Les musulmans aussi ont un certain nombre d'arguments qui fondent leur conviction que c'est l'islam, cette voie de salut de l'humanité. Et c'est l'ignorance de ces données fondamentales par les adeptes de chacune de ces deux religions qui est souvent à la base des incompréhensions et des tensions entre eux. Est-ce que dans la pratique de ces deux religions, justement, il y a tant de différences que ça? Il y a des différences, il y a aussi des similitudes. D'abord les différences. Bon, les différences... Quelques-unes. Je préfère commencer par les similitudes. Par les similitudes, voilà. D'accord, allez-y. Parce que le christianisme et l'islam sont les deux plus grandes religions au monde, et c'est parce que justement, ces deux religions ont plus de similitudes que n'importe quelle autre religion, que justement, elles sont les plus grandes au monde. Maintenant, et pour en citer quelques-unes, la première que je citerai, c'est que aussi bien dans l'islam que dans le christianisme, Jésus est le Messie promis aux Israélites. Ça, c'est la première similitude. Deuxièmement, les musulmans comme les chrétiens
sont d'accord que Jésus est monté au ciel. Ils sont également d'accord que Jésus reviendra. Ils sont également d'accord que la plupart des prophètes, donc les noms sont cités dans la Bible, se retrouvent également dans le Coran. Donc il y a eu Moïse, il y a eu Zacharie, David, Jean-Baptiste, ainsi de suite. Et il y a même Jésus qui est plusieurs fois cité dans le Coran. Le nom de Jésus est plus cité dans le Coran que celui de Mohammed. Oui. Mais c'est parce que dans le Coran, Dieu désigne Mohammed par les titres honorifiques de prophète et de messager de Dieu, que le nom Mohammed apparaît beaucoup moins. Sinon, il est plus cité que Jésus. Mais on le désigne par prophète de Dieu ou messager de Dieu. Dans la plus grosse différence qu'il y a entre ces deux religions, c'est clair que chez les chrétiens, on dira que parfois Jésus est Dieu, Fils de Dieu, il ne l'est pas, etc. Ce que conteste évidemment l'islam. Voilà. Pour les musulmans, c'est peut-être la première ou la différence fondamentale. La plus importante, voilà, c'est la nature de Jésus. Pour les chrétiens, Jésus est Dieu, il est Fils de Dieu, il est Dieu fait homme. Les musulmans disent non, c'est une simple créature de Dieu, mais il est né seulement d'une mère. Et ce phénomène de la naissance de Jésus d'une mère uniquement est appelé en science la parthénogenèse, c'est-à-dire la fécondation, la reproduction sans fécondation par un mâle. Voici comment les musulmans conçoivent la naissance de Jésus sans père. Mais il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas Dieu non plus. Alors, quand on regarde, par exemple, parlant de l'actualité, hier c'était un vendredi, hier c'était le vendredi saint, mais le vendredi, chez les musulmans, est également un jour saint. Oui. Est-ce que ce genre de similitudes, ce sont des similitudes peut-être par nature, par hasard, ou alors ça a une signification divine? Non, chez les musulmans, on prie tous les jours, 5 fois par jour. Mais le vendredi, il y a un sermon que l'imam fait. Et le sermon même fait partie de la prière. Si bien qu'au lieu d'une prière de 4 rakats, c'est une prière de 2 rakats. Le sermon est prenant la place de 2 rakats. Mais chez les chrétiens, c'est tout à fait différent. C'est un jour qu'ils ont choisi comme ça pour prier ce qui ne se fait pas les autres jours de la semaine. Alors, sur ce débat entre Bintou et Marlène, c'était vraiment un débat très, très houleux. Quand on parcourt l'ouvrage, Levé de voile sur le christianisme et l'islam, sur ces faits que vous rapportez, quelle est votre position vous-même? Ma position, il faut lire le livre pour la connaître. Bon, là, maintenant, ceux qui nous regardent n'ont pas l'occasion de lire. C'est ça. Donc, dites-nous. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'au sortir, à la fin du livre, le lecteur est outillé pour lui-même pouvoir expliquer à un chrétien ou à un musulman ce que c'est véritablement que le christianisme et l'islam. Alors, parce que quand on a écouté Bintou, elle a eu beaucoup plus de temps de parole que Marlène, finalement, qui était dans un rôle plutôt de l'intervieweuse. Est-ce que ce n'est pas l'objectif que vous recherchez, c'est-à-dire faire parler beaucoup plus de l'islam que de lever le voile sur les deux à la fois? Bon, il y a un peu de ça parce que nous tous, aussi bien à la télévision, dans les films et même dans les journaux, on entend plus parler de christianisme que de l'islam. Donc le christianisme étant beaucoup plus connu que l'islam, il était intéressant que Bintou ait plus de temps de parole sur l'islam pour amener le niveau de connaissance de l'islam au même niveau que celui du christianisme. Est-ce que vous pensez que Bintou a réussi finalement à convaincre Marlène? À la fin du livre, aucune des deux ne cherche à demander à l'autre de se convertir à sa religion. Mais c'est quand elles vont retourner chacune chez elles, parce que la discussion a eu lieu dans un jardin. Dans un jardin, voilà, dans le quartier. Quand elles vont retourner chacune chez elles, elles vont se remémorer leurs échanges, et c'est en ce moment qu'elles vont commencer à réfléchir sur l'attitude à adopter.
D'accord. Est-ce que finalement, il ne faut plutôt pas se concentrer sur sa foi en Dieu que de chercher ou alors éviter ce genre de débat sur les religions? Non, c'est la méconnaissance justement de sa propre religion qui fait qu'on n'est pas tolérant vis-à-vis de l'autre. Or, en allant fouiller dans l'histoire, les doctrines et les écritures saintes des deux religions, les deux protagonistes sont à même de mieux comprendre la position de l'autre et à l'accepter. D'accord. Ibrahima Coulibaly Karna, l'auteur de Lever de voile sur le christianisme et l'islam qui vient d'être publié aux éditions Fonvigué. Il était l'invité de la page culture. Merci. Avec vous, on a essayé de lever ensemble ce voile sur ces deux religions. Et voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Kone. Ce soir, le sage nous dit, le vent ne rompt pas un arbre qui sait se plier. Dieu le voulant, on se retrouve demain.